Bonsoir, bienvenue sur Lundi Soir. Nous accueillons Marc Joly. Bonsoir Marc Joly. Bonsoir. Pour son nouveau livre, La pensée perverse au pouvoir, publié chez Anamosa, qui s'intéresse à une question un peu particulière, qui est la question de savoir si le macronisme ne serait pas une perversion. Il se trouve que c'est intéressant parce qu'il vient synthétiser un ensemble d'intuitions qui remontent à longtemps, dont l'une d'entre elles avait été déployée sur Lundi Matin par Anne Crignon dans un article du 20 juin 2024, où elle se demandait « Se pourrait-il que la Ve République, en tant qu'institution, soit l'objet d'une offensive perverse narcissique impossible à nommer ?» Du coup, c'est cette intuition qu'on va essayer de déployer et expliquer avec vous, Marc Joly. Mais avant d'entrer dans le concept de perversion, de pensée perverse, de perversion narcissique, et le rapport qu'il peut y avoir avec le président de la République actuelle, et les liens avec les institutions, peut-être qu'on peut d'abord commencer par le cadre théorique dans lequel vous vous intégrez pour pouvoir penser. Et au début du livre, vous dites que vous partez de Norbert Elias, comme première référence principale, dont vous avez contribué à éditer certains livres, et vous passez par le féminisme matérialiste, Christine Delphi, d'autres, et vous réutilisez des concepts de Bourdieu et d'Alain Testard. Donc un peu d'anthropologie, de sociologie, de féminisme matérialisme, et une sociologie particulière, celle de Norbert Elias, qui associe les seuils de sensibilité et les interactions sociales. Donc ma première question, c'est qu'est-ce que vous reprenez de ces quatre auteurs et qu'est-ce que vous modifiez ? Peut-être que la première question peut partir de Bourdieu. J'ai vu que vous changiez le concept de champ. Alors du coup, la première question, c'est qu'est-ce que le concept de champ chez Bourdieu ? Et ensuite, comment vous l'utilisez pour pouvoir organiser la pensée de cette question de la perversion narcissique ? Vaste question. Alors ce que je change, c'est la terminologie s'agissant de penser l'articulation entre différents champs. Donc un champ, c'est un espace structuré de relations, c'est un champ de lutte, c'est un champ de force. Tout univers relativement autonome, structuré par un enjeu qui lui est propre et qui régule les rivalités, les concurrences à l'intérieur de cet espace, peut être défini comme un champ. Alors, il y a deux notions de Bourdieu qu'il était tentant d'utiliser quand on fait un travail qui s'inscrit grosso modo dans le champ de la sociologie politique. C'est la notion de champ politique et la notion de champ du pouvoir. Et ces deux notions m'ont posé un peu de difficulté parce que je les trouve trop... Elles sont utilisables, évidemment, elles ont été utilisées dans beaucoup de travaux. Je pense à François Denord, notamment sur la notion de champ du pouvoir, sur le champ politique, il y a beaucoup de travaux. Mais ça ne me permettait pas parfaitement de comprendre ce que je voulais comprendre en travaillant sur Macron et la capacité qu'il a eue à totalement perturber un jeu politique qui paraissait relativement bien structuré. Et j'ai donc redéfini les concepts de Bourdieu en parlant plus précisément de champ des partis politiques pour vraiment mettre l'accent sur les organisations. Et le rôle vraiment très important de l'existence et la nécessité de faire perdurer les partis politiques comme organisation. D'ailleurs, contrainte qui est prise en compte, y compris par ceux qui veulent faire exploser le système. Ils se servent d'une certaine manière des partis pour faire exploser les partis. On pourrait développer sur Macron, mais Macron a beaucoup utilisé des gens situés dans les partis politiques pour précisément les pervertir et puis les faire exploser en grande partie. Et champ du pouvoir étatique, c'était vraiment pour bien comprendre l'insertion de la France dans un système de pouvoir plus grand qui est celui de l'Union européenne, avec des institutions qui sont des institutions souveraines de fait sur un plan économique, la Banque centrale européenne et la Commission européenne en matière budgétaire. Et ça me permettait de faire comprendre l'importance de l'État dans la structuration des rapports de force entre différents groupes sociaux. L'État est finalement le lieu où tout converge. Donc voilà, j'ai redéfini j'ai précisé champ du pouvoir en parlant de champ du pouvoir étatique, champ politique
en parlant de champ des partis politiques. Champ économique, j'ai maintenu, sachant que c'est un champ qui est globalisé, c'est-à-dire qui est dominé par les entreprises qui sont insérées dans la mondialisation libérale. Et puis, il y a le champ de la haute fonction publique. On peut parler de champ bureaucratique, on peut parler de champ administratif. Je trouve que le champ de la fonction publique, et avec le sous-champ de la haute fonction publique, qui d'une certaine manière a fait sécession, c'est un des nœuds du problème, c'est que la haute fonction publique n'est finalement plus, ne joue plus le rôle qu'elle est censée jouer dans l'État français tel qu'elle a été pensée. Donc voilà, mais c'est pas du tout je finis juste par préciser ça. L'idée, c'est pas de faire mieux que Bourdieu ou de faire ça sur un plan théorique, c'est juste, ça m'est apparu il y a un mot que j'aime pas trop utiliser, mais je vais l'utiliser, heuristique, ça fait très pédant, mais ça m'a paru mieux du point de vue de le travail que je faisais sur une matière empirique assez importante. Ça m'a paru plus utilisable, plus pratique d'articuler de cette manière-là, avec ces termes-là, les concepts de Pierre Bourdieu. Pardon. Vas-y. Si je pose cette question, c'est parce que, en gros, ça va poser les trois champs du pouvoir étatique européiste, champ de la fonction publique et champ des partis. C'était comme l'endroit où va se jouer le cas Macron. Et du coup, c'est plus pour planter le décor que je posais cette question, moins pour faire de la théorie. Voilà. Et du coup, ça vient préciser quelque chose aussi de déplacements historiques qui sont peut-être en cours. Exactement. Et l'esprit de cette question, c'était surtout de voir le cadre ou la scène dans laquelle va jouer ce personnage pervers, étrange qui apparaît. Et du coup, je suis désolé de passer de blanc pour l'instant, mais du coup, il y a un autre cadre dans lequel vous déployez vos concepts et qui est extrêmement intéressant à mon sens dans le livre. C'est c'est une autre notion qui vient aussi de Bourdieu et qui est un retravail d'une notion de Bourdieu ou même un passage à autre chose grâce au féminisme matérialisme et à d'autres critiques. C'est l'idée que vous soutenez selon laquelle nous vivons aujourd'hui un passage, une transformation dans les sensibilités, dans les mœurs, dans les seuils de tolérance ou de capacité à recevoir ou entendre des choses, qui s'exprime par le passage de la violence symbolique qui décline à la violence morale qui devient omniprésente. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le sens de ce passage, que veut dire la violence symbolique et pourquoi elle décline, et surtout qu'est-ce que ça laisse apparaître, la violence morale, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à la violence symbolique, et qu'est-ce qu'elle dit de ce déclin de la violence symbolique. Voilà. Merci pour cette question. Alors ça, c'est vraiment le cadre d'analyse que j'ai essayé de mettre en place dans le cadre d'un autre livre, sur lequel j'ai travaillé pendant 6 ans, qui s'intitule « La perversion narcissique », et qui porte donc sur cette catégorie de perversion narcissique, sur ses usages sociaux. Et ces usages sociaux, on peut vraiment bien les objectiver, essayer de bien les comprendre si on s'intéresse à la violence conjugale, et plus précisément une violence conjugale à dominante psychologique, morale. Alors déjà, la notion de violence morale, elle a été construite par une association dans laquelle j'ai enquêté. Ça m'a été un peu reproché parce qu'on m'a dit « mais vous reprenez une catégorie, entre guillemets, des acteurs sur lesquels vous enquêtez », mais elle m'est apparue très utilisable, très utile, justement pour la contraster avec la notion de violence symbolique. Donc ça m'est apparu pertinent comme catégorie, sachant qu'elle est construite par une association qui s'appelle l'association AJC, Association de lutte contre la violence morale intrafamiliale. Et ce terrain était intéressant. Je fais une petite digression, pardon, je vous avais prévenu que j'étais un peu sujet à ce défaut, de faire trop de digressions, mais c'était un lieu d'observation intéressant. Parce que, bon, je travaille sur la catégorie de pervers narcissiques, j'essaie de retracer ces logiques de circulation. Bon, l'analyse textuelle montre que ça s'est vraiment concentré autour de la question des rapports amoureux, des relations conjugales, hétérosexuelles, vraiment c'est un truc homme-femme, au début en tout cas, c'était très net. Et après, pour essayer de bien comprendre les logiques sociales d'appropriation, je cherchais des terrains d'enquête, et bon, c'était assez difficile, et je tombe sur cette association de lutte contre la violence morale intrafamiliale. Et en fait, en pratique, l'essentiel de l'activité de l'association porte sur des cas de violence conjugale,
et même plus précisément encore sur des cas de, alors on va dire, de violence paternelle post-familiale ou post-conjugale. Donc ça se joue vraiment entre des mères séparées et des pères. C'est l'essentiel des dossiers en fait. Mais il y a aussi des hommes victimes dans cette association, c'est un peu la caractéristique de cette association, ce qui fait que c'est un terrain d'observation très intéressant. On peut objectiver les différences entre les profils de victimes femmes, de victimes hommes, sachant qu'il y a beaucoup plus de victimes femmes, mais il y a aussi des victimes hommes, et aussi objectiver les différences entre les auteurs, comme on dit dans l'association, les auteurs hommes et les autrices femmes de violences morales. Donc on a une approche large. Donc, violence morale intrafamiliale. En pratique, ça se concentre sur, j'ai fait tomber mon livre, mais c'est pas grave, sur la violence conjugale. Et deuxième intérêt de ce terrain d'enquête, c'est que les victimes, quand elles s'adressent à l'association, utilisent en très très grande majorité la catégorie de pervers narcissique. Par contre, au sein de l'association, les psys, et puis la présidente qui s'appelle Chantal Paoli-Texier, qui est une femme formidable, qui n'est pas psy, mais qui est vraiment très très... c'est une experte en matière de coaching juridique, etc., ne l'utilise pas, cette catégorie. Et donc, moi j'ai essayé de comprendre en fait les raisons pour lesquelles les victimes viennent avec cette catégorie, qu'est-ce qu'ils en ont fait, qu'est-ce que ça leur a aidé à comprendre, les raisons pour lesquelles aussi les psys se gardent de l'utiliser, et essayent à chaque fois... adapter leurs outils de compréhension de la situation à la spécificité du cas qu'il y a face à elles. Les psys sont très sensibles à ça. Donc voilà, j'ai fait cette observation-là. Et pour essayer d'ordonner tout un matériau empirique, ce qui m'est apparu comme la spécificité de cette violence masculine... on abordera peut-être la question des hommes victimes et de la spécificité peut-être des violences féminines. Je sais, ça nous éloignera peut-être un peu trop. Mais il y a clairement une spécificité de ces violences masculines en couple qu'on peut comprendre avec une notion très simple, qui est une notion de Racamier, qui est celle de déni pervers. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles je réfléchis beaucoup en ce moment à cause de... Ça y est, vous allez vous inquiéter. Vous allez dire encore une digression. Peut-être que je peux revenir à la question sans... Parce que oui, c'est hyper intéressant de voir l'origine du concept de violence morale, de le réattribuer à qui l'utilise habituellement, mais vous en faites aussi quelque chose d'un peu plus, de plus que de le récupérer, puisque vous diagnostiquez un passage, et vous voyez dans la violence morale une compensation au déclin relatif de la violence symbolique. Voilà, c'est ça. Et si je récapitule vite fait, après je vous laisse répondre, mais la violence symbolique, au fond, c'est un concept de Bourdieu qui veut dire qu'on a intériorisé les hiérarchies sociales dominantes et donc les injustices inégalitaires, et donc, au fond, on les trouve légitimes. Et c'est ça la violence symbolique, c'est qu'on intériorise inconsciemment les inégalités et on les trouve légitimes, et on ne sait quasiment pas qu'on souffre de cette violence. Et au moment où désormais il y a une sorte de passage à un état de plus grande vigilance, un éveillement au fait que non, c'est pas si évident que ça, si on est riche ou puissant, on peut pas s'imposer par une violence symbolique. Au moment où ça décline, cette violence symbolique, ce qui se déchaîne de la part de ces mêmes puissants, de ces mêmes personnes en position d'inégalité, c'est une violence morale. Et du coup, c'est ce que vous dites dans le livre. Et du coup, Non, mais c'est très intéressant parce que du coup, ça me fait penser à un truc que j'ai pas clarifié et que j'aurais dû clarifier. Donc, si vous voulez, la violence symbolique, c'est un processus par lequel les dominants parviennent à faire partager par les dominés la légitimité des principes au nom desquels ils dominent. C'est-à-dire que, mais c'est évidemment, on force un peu le trait, il y a toujours des résistances, il y a toujours des mouvements un petit peu de rébellion, mais grosso modo, les principes au nom desquels les dominants dominent, les dominés sont obligés de les reconnaître comme des principes légitimes. Et ça, je pense que c'est un modèle, c'est évidemment un modèle très asymétrique de relation, ça tend à s'effilocher, à décroître. Et comme par compensation, ce qu'on constate, c'est que, et c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre cette violence morale masculine en couple, qui, je le répète, a des différences relatives avec ce qui peut être une violence de l'autre sexe, c'est une violence vraiment qui réagit à l'impossibilité
de faire partager des principes de domination souveraine par l'autre. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quelque chose qui relève d'une volonté de dominer une personne qui n'est pas disposée à se laisser dominer. Ce qui fait que le déni est central. Il est central au début, puisque souvent dans les histoires qu'on recueille auprès des victimes, quand elles racontent leur histoire de couple, il y a cette idée qu'au début, le conjoint est parfaitement compréhensif. Il me comprend, il peut avoir une posture très féministe. Mais en fait, c'est en surface. Au fond, il n'a pas intégré cette norme. Alors moi, je l'ai conceptualisée comme une norme de symétrisation réflexive. C'est-à-dire que la norme qui est censée réguler idéalement les relations de couple, c'est une norme en vertu de laquelle les deux parties prenantes de la relation conjugale sont capables de comprendre leurs émotions, leurs besoins, leurs désirs, de comprendre et de communiquer à propos de cela, et de comprendre ceux de l'autre. Et un équilibre doit se trouver. Alors, évidemment, ayant dit ça, on se rend compte que c'est évidemment très genré, que c'est une compétence construite historiquement comme plutôt féminine, mais c'est la seule norme de régulation, en fait, des relations de couple. Et grosso modo, ça marche plus ou moins avec des crispations, mais il y a des exceptions où, clairement, il y a un blocage très fort d'un noyau masculin, très, très influent, en plus socialement, si on regarde leur propriété sociale, qui, d'un côté, est incapable d'être vraiment dans une logique de relation symétrique. D'ailleurs, c'est pour ça que la notion de consentement est aussi présente actuellement, parce que c'est vraiment la dernière étape d'un processus d'égalisation, je veux dire, sur le plan de certains critères objectifs, au niveau éducatif, histoire sentimentale, enfin, il y a des rapprochements entre les deux sexes, alors qu'il y avait de très grandes différences il y a encore 50, 60 ans. Par exemple, l'âge de la première relation sexuelle, c'est des trucs qui paraissent un peu éloignés de Macron. Ouais, non, je sens que je vais dire une bêtise. Mais il y a un processus d'égalisation, mais l'ultime étape, c'est en fait vraiment la capacité réflexive, la capacité relationnelle à donner à l'autre autant de place qu'à soi. Mais, si je peux me permettre, qu'est-ce qui distingue alors, selon vous, le pervers du sexiste grossier, si je puis dire, qui réagit au mouvement MeToo, aux revendications néo-féministes et autres? Alors, moi, je pense qu'il faut raisonner en termes de déni gradué. C'est-à-dire que le déni, il y a un double déni en fait. Il y a le déni de l'autre, comme un être égal à soi, et il y a un déni de sa propre incompétence du point de vue de la capacité à gérer une relation. Parce que souvent, ils se payent de mots, ils pensent vraiment, ces hommes, qu'ils en font autant, ou qu'il y a une déni de leur propre incapacité. Et puis il y a une récupération de l'idée d'égalité. Ça c'est le truc le plus perturbant. C'est la manière dont l'idée d'égalité est complètement pervertie et retournée. Par exemple par les associations de Donc le pervers, c'est lui, joue sur l'égalité, alors que le sexiste, disons, lui, il dit il n'y a pas égalité. Alors, ça serait ça. Ouais, mais alors est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore tenir ce discours-là vraiment, de il n'y a pas égalité? Plus vraiment. Ça prend des formes insidieuses. Oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Plus frontalement. C'est toujours obligé de prendre mais ça passe toujours par une forme de déni de la femme, de l'autre. Mais ce déni peut prendre effectivement des formes différentes. Et le déni, c'est toujours une forme d'amputation des qualités, des propriétés de l'autre. Mais là, on est dans le déni pervers. Donc, le déni, actuellement, il serait plutôt pervers, alors, en fait. Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment... je pense que la perversion est... Socialement, il est pervers. Oui, majoritairement, il tend à être pervers. Il est pervers parce qu'effectivement, il reconnaît l'objet. Ouais. Il est obligé de reconnaître l'existence de l'objet. Par contre, par de multiples chemins et sous de multiples formes, il ampute l'objet de ses propriétés les plus importantes, de ses qualités les plus importantes, jusqu'à vouloir le réduire à néant. Mais il y a toujours un rapport à l'objet qui, d'une certaine manière, se maintient. On pourrait parler du procès Pélicaud pendant des heures. En ce moment, j'écris un article sur ce point-là. C'est vraiment une forme de déni pervers, mais poussé à l'extrême.
cette incapacité à reconnaître l'autre comme une égale. Alors que dans leur histoire de couple, c'était de prime abord parfaitement égalitaire, symétrique, bien, enfin voilà. Mais il y avait une forme de non-acceptation de cette symétrie qui a pris la forme d'un délire et d'un scénario pervers qui atteint des niveaux stupéfiants, avec une importance centrale du clivage. Mais pour un sociologue, quelque chose comme le clivage, ça s'articule sur des structures sociales. Et là, ce sur quoi on est en ce moment le nez, et on a du mal à comprendre ce qui est en train de se jouer, c'est qu'il y a vraiment il y a un changement de structure qui s'opère. Mais un changement de structure, ça ne veut pas dire qu'on passe de... Par exemple, c'est vrai que quand je dis violence symbolique, violence morale, je ne dis pas qu'on passe d'une configuration où tous les dominés étaient soumis, dociles. L'idéal de la violence symbolique, c'est la docilité, d'une certaine manière. C'est l'obéissance qui s'accompagne de docilité. Et la violence morale, c'est un mécanisme par lequel on œuvre à ôter à l'autre ce qu'il a défini comme un être autonome, agentif, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire doté d'une capacité d'agir très forte. Et souvent les victimes, et c'est très très frappant d'ailleurs, ont des capacités intellectuelles très très fortes, ont une dimension créative très forte. Et tout ça est détruit petit à petit. Je ne sais pas si je suis clair, mais disons que voilà, il faut bien comprendre cette notion de déni pervers qui est un déni interactif. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui se joue dans la relation. C'est pour ça que pour un sociologue, la pensée de Rakami est intéressante parce qu'il passe son temps à raisonner en termes d'interaction. Rakami. Oui, Rakami. Vous pourriez te préciser parce que. Ah pardon, on n'en a pas encore parlé. Ah oui, mais pour le faire, juste, est-ce que à titre de transition vers explorer le concept de Rakami de pensée perverse, pervasive, etc. Ce que vous dites dans l'ouvrage, c'est que on est dans une société qui a un changement de sensibilité quand même. On repère plus facilement le harcèlement moral, on l'a juridicisé. Bien sûr. Le management toxique, on voit des prédateurs, des pervers narcissiques du coup, depuis les années 80, enfin depuis les années 2000, enfin je sais pas exactement, 2010 même. On est attentif à quoi, aux ex toxiques qui continuent à nous envoyer des messages, ou au gaslighting, ce que vous dites dans votre livre, et tout ça, ça fait un rapport un peu différent quand même aux formes de pouvoir, quoi, et aux formes de domination, pas seulement politique, mais de domination partout dans les relations. Et vous écrivez: la crise de la violence symbolique comme principe de régulation et de légitimation des rapports de domination a ouvert un espace jamais vu à la pensée perverse comme manière d'attaquer, via la culpabilisation, la disqualification et la victimisation, l'intelligence et la créativité des groupes et individus qui refusent d'être dominés, qui n'admettent pas la supériorité des valeurs et principes au nom desquels on voudrait les dominer, et peuvent même élaborer leurs propres moyens de les combattre. Du coup, ce que j'avais compris, moi, de ce que vous dites, c'est que le passage d'un moment qui serait idéalement structuré par une violence symbolique, un peu calme, un peu docile, à la violence morale, c'est le moment pervers, c'est le moment où les pervers sont ceux qui vont le plus apparaître dans sa forme sociale. Et pourquoi ? Parce que le seul moyen de réagir à la critique des inégalités, c'est ces petits stratagèmes de culpabilisation, disqualification, victimisation un peu sournois, qui se présentent comme égaux, mais qui reconduisent de la symétrie totale, etc. etc. Et qui est dans la victimisation. En fait. Et qui s'auto-victimise. C'est ça qui est le plus... Qu'on voit dans l'extrême droite médiatique, pas mal. Et donc, du coup, voilà, j'ai lu ce petit texte. On peut maintenant parler peut-être de ce concept de Rakami, qui est l'inventeur, du coup, du concept de perversion narcissique et de pensée perverse. Est-ce que tu avais une question particulière ? Non, mais oui, j'ai l'impression d'être parti un peu dans tous les sens, donc je m'excuse. Ou alors peut-être pour préciser, est-ce que ce qui se diffuse selon vous dans la société, ce modèle, ce profil de pervers narcissique, est-ce que le pouvoir présidentiel, puisque vous ne le nommez pas comme ça, vous parlez de pouvoir étatique, mais il y a peut-être un champ du pouvoir présidentiel, hein, est-ce qu'il s'approprie ce profil comme un pervers au carré pour manipuler l'ambiance historique du moment, ou bien est-ce qu'il est lui-même intrinsèquement, ontologiquement si je peux dire, pris
par ce profil de pervers narcissique pour compenser la crise de la domination, quoi, en fait. Du coup, 2 questions. Qu'est-ce que la perversion narcissique et est-ce que Macron c'est un pervers? Oui, est-ce que c'est... Alors, au niveau des relations conjugales, on pourrait qualifier quelque chose comme un syndrome de la domination masculine illégitime et irrépressible. Donc c'est comme ce besoin de s'approprier des objets qui ne veulent pas se laisser approprier. C'est ça qui structure le déni pervers constitutif de ces types de comportements qu'on a qualifiés de pervers narcissiques. Et dans l'ordre des rapports gouvernants-gouvernés, il y a clairement chez Macron quelque chose d'aussi désaccordé. C'est-à-dire, on retrouve cette volonté d'imposer une parole souveraine, c'est-à-dire une parole sans appel, à des gens, des citoyens, des citoyennes qui ne sont pas disposés pour la plupart... Ils ne sont pas consentants. Oui, à se laisser imposer un discours sans appel, surtout quand ce discours les concerne directement, les concerne dans leur profession, leur métier, leur ordre de spécialisation. Et puis, voilà, il y a une forme de décalage entre la société telle qu'elle est structurée, avec quand même beaucoup de gens qui, la plupart, maîtrisent leur métier, que ce soit sur un plan à dominante relationnelle ou à dominante de transmission, etc. Et on ne peut pas leur dire « vous allez vous comporter comme ça ». Par exemple, je pense à l'éducation nationale, on ne peut pas dire aux profs « vous allez vous comporter comme ça, l'autorité, etc., l'uniforme, vous allez enseigner comme ci, comme ça ». Alors qu'eux, ils savent beaucoup mieux que Macron, qui se fait une idée très abstraite, très idéale, très autocentrée de ce que doit être, par exemple, une bonne éducation. Donc, et l'incapacité à comprendre ce décalage par rapport aux autres, à l'autre, c'est ça qui fait le déni. Parce que c'est un déni de sa propre faillibilité, de ses propres limites, et puis c'est évidemment un déni des compétences et des ressources de l'autre. Vous voyez ? Et c'est ça qui est constitutif, selon moi, de ce que j'appelle la pensée perverse au pouvoir. Je ne sais pas si je suis clair. Mais d'une certaine manière, on pourrait revenir au problème que vous posez. C'est-à-dire, vous faites une liste à un moment de tous les problèmes qu'on pourrait se poser à partir de qui est Macron, comment Macron a été possible, tous les problèmes sociologiques, historico-politiques, etc. que ça pourrait poser. Qu'est-ce qui se passerait dans les partis, qu'est-ce qui se passe dans la succès. Bon. Et vous dites que votre question de départ, c'est la question de la sidération. Parce que, en fait, votre étonnement, votre surprise, et d'ailleurs, quand vous l'écrivez, on se dit, bah oui, effectivement, c'est surprenant. Votre surprise, c'est que ce qu'a fait Macron pendant 10 ans, à certains moments, s'est passé dans la société sous la forme d'une sidération. C'est-à-dire que les gens ont reçu ça et ils se sont retrouvés comme face à un outrage ou quelque chose de tellement étonnant, de tellement surprenant, que c'était pas les mêmes types de rapports plus anciens, plus bon, d'accord, ils nous arnaquent, ils font de la politique politicienne, ils ont menti, etc. On s'est tous retrouvés en état de tétanie particulière, par exemple, lors de la dissolution. Pas tous, bien sûr, pas tout le monde, mais c'est vrai qu'on a entendu assez souvent des gens venir et dire « mais j'étais sous le choc, enfin j'étais terrorisé, traumatisé par ce qu'il a fait, étonné, on n'en revenait pas, etc., etc. » Et vous dites, parce que vous vous demandez, c'est pas si c'était légitime ou pas de ressentir ça, c'est de dire, c'est un fait, même Elisabeth Borne à certains moments a pu dire à propos de certains passages en force qu'il y avait une violence, un truc... Une période de convalescence à respecter. Qu'il fallait être complètement convalescent après ça. C'est-à-dire que, en gros, les gens ont ressenti quelque chose dans leur seuil de sensibilité qui était nouveau. Grand corps malade. qui était un état de choc, quoi. Et vous partez de ça pour dire, bon alors, d'où ça vient ça ? Pourquoi c'est pas juste de la politique politicienne ? Pourquoi c'est pas juste de la bonne vieille magouille ? Bon, il nous ment, oui, mais on le sait, on n'est pas dupe, etc.
Et du coup, vous faites intervenir ce concept de perversion narcissique. Et donc, du coup, peut-être vous pouvez retracer comment on en arrivait à identifier Macron comme potentiel pervers narcissique. Et la deuxième question, c'est quoi les caractéristiques que fait un pervers narcissique pour sidérer les gens? C'est une question d'intensité dans la violence ou c'est une violence particulière? Je pense que c'est vraiment les deux. le sentiment qu'on n'a aucune place Surpuissance. pour l'autre. On n'a aucune place pour l'autre. L'autre est incapable de nous considérer. Nos besoins, ce qu'on exprime, nos sentiments, nos volontés, tout ça n'est pas reconnu et piétiné. Et ça, c'est une agression insupportable pour sa propre intégrité psychique. Et la différence de Macron par rapport aux autres présidents qui l'ont précédé, c'est cet aspect très personnalisé dans la relation. Parce que en fait, Macron, cette imposture, a fonctionné sur la base d'une promesse de changement qui n'est pas vraiment une promesse de changement politique. De révolution. C'est plutôt non, mais c'est une révolution, on va dire, du point de vue des pratiques, du point de vue de la manière de faire de la politique. Et c'est toute l'ambiguïté, enfin, c'est plutôt la paradoxalité, mais ça on développera peut-être, à tout le côté extrêmement équivoque, extrêmement trompeur de Macron, c'est que d'un côté, il a joué carte sur table, en disant, voilà, la France est pleinement intégrée dans l'économie libérale, dans la construction européenne. Il n'a jamais critiqué l'Europe. Pour lui, c'est impossible. C'est le pouvoir ultime auquel il se soumet, dont il reconnaît le bien fondé. Donc, d'un côté, il donne ce sentiment de sincérité parce que il profite du discrédit relatif des anciens partis de gouvernement qui ont eu à gérer la contradiction entre leur identité politique profonde et les nécessités de l'intégration dans l'Europe libérale, pour dire les choses simplement. Donc, il symbolise ça, c'est voilà, on tire les conséquences de cette contradiction qui a quand même été au cœur de la vie politique depuis 83, française depuis 83, et ça va de pair, cette forme de sincérité, avec une forme d'humanité, de bienveillance, de promesse d'une pratique du pouvoir différente. Et là, il y a vraiment une arnaque totale. Une arnaque totale et c'est ça qui suscite, je pense, ce sentiment d'outrage. On s'est vraiment fait avoir. Parce que se faire avoir du point de vue de la croyance en des idées, en programme, et puis se rendre compte que ça n'a pas cette même dimension personnelle que se faire avoir vraiment sur une question de personnalité. Il a joué sur ça, en fait, Macron. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Puis le deuxième élément, c'est que une très grande brutalité dans la manière dont Macron a fait passer la réforme des retraites. Très très grande brutalité. Pour la première fois, je crois, il n'avait pas un président ou un gouvernement qui essaye de faire passer une réforme de cet ordre-là, n'avait aucun syndicat pour le soutenir, aucun. Peut-être en 2010 c'était le cas, il faudrait vérifier, j'ai pas vérifié là. Il avait l'opinion publique, les Français contre lui, une partie des gens de sa majorité, il n'avait pas de majorité à l'Assemblée. On n'avait jamais vu ça. Il s'est enfermé vraiment dans une volonté d'imposer à marche forcée cette réforme. Ça a été tellement brutal que ça a choqué. Et le problème de Macron, c'est que lui, il pense que, comme tous les autres présidents de la République, il est impopulaire, parce qu'il fait passer des réformes impopulaires. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est à quel point, et ça a été dit un petit peu au début, depuis une vingtaine d'années, les normes émotionnelles, les seuils de sensibilité ont évolué en un sens d'intolérance de plus en plus marqué à tout ce qui est de l'ordre de l'autorité sans appel, du pouvoir qui fait comme bon lui semble et il suffit de suivre en fait. Ça, c'est plus possible. Donc, d'un côté, en soi, c'est brutal, sa manière de faire, c'est-à-dire que c'est sans comparaison. Personne avant lui n'a été aussi brutal dans la manière d'imposer une réforme à une société, avec des syndicats totalement unis contre cette réforme, des sondages qui montrent que 80%, voire même 90% des actifs étaient contre, la société civile, les partis politiques, des gens qui essayent
de lui faire entendre raison. Donc déjà en soi c'était le truc le plus inédit, enfin c'était totalement inédit, cette violence et cette forme d'autoritarisme. Et de l'autre, ça se passe en plus à un moment où on ne supporte plus ce genre de comportement. C'est cette espèce de volonté d'avancer à marche forcée, d'imposer le bien fondé d'une décision qu'on estime une bonne décision, et tant pis si on n'y adhère pas. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. À tel point, je le dis d'ailleurs dans le livre, que l'expression « tu m'as fait un 49.3 » est rentrée dans le langage courant comme synonyme de « tu t'es mal comporté ». Enfin, c'est vraiment le signe pour un sociologue qu'il y a une transformation des sensibilités très forte. Vous venez de l'évoquer un peu plus avant, dans le livre, vous posez une distinction conceptuelle entre l'ambiguïté et la paradoxalité. Et vous dites, Macron, il n'est pas seulement ambigu, il n'est pas ambigu en fait, il est caractérisé par un discours marqué par la paradoxalité. Et est-ce que vous pouvez expliquer cette distinction conceptuelle et qu'est-ce que ça implique concrètement dans des cas particuliers, par exemple quand Laurent Berger essaye de discuter avec un Macron, qu'est-ce qui se passe? Peut-être pour donner un exemple plus concret de concept abstrait. Voilà. Alors Racamier, j'en ai pas encore beaucoup parlé, j'ai l'impression. Non, non, il faut okay. peut-être ouais, il faut que je précise. Alors, bon, je vais faire un petit retour en arrière si ça vous dérange pas, et je vais essayer d'être le plus synthétique possible, comme ça, on a le cadre. Donc, je fais un travail universitaire pendant 6 ans sur cette catégorie de perversion narcissique. J'en retrace la sociogenèse, donc c'est un psychiatre et psychanalyste qui s'appelle Paul Claude-Racamier qui crée cette catégorie, logique de circulation sociale, avec des types de comportements dont on comprend la régularité, la répétition, en montrant que ce sont des comportements qui visent à détruire des êtres qui sont disposés à être des êtres autonomes qu'on respecte comme des égaux, en fait, dans le cadre de relations qui sont censées être symétriques. Et c'est pour ça que la violence morale est la seule manière de dominer dans une configuration où on est censé être des égaux. J'espère que je suis clair. Ce cadre conceptuel, il est construit avec des concepts qui doivent à Bourdieu, à Norbert Elias, je discute la notion de processus de civilisation, et beaucoup au féminisme matérialiste, et notamment le concept d'appropriation corporelle, que j'ai utilisé tout à l'heure sans le définir, ce qui n'est pas bien, parce que c'est un concept très subtil d'une sociologue qui s'appelle Colette Guillaumin. En gros, c'est l'idée que dans le cadre de la relation homme-femme, l'homme possède la femme, s'approprie son individualité, sa matérialité, sa force de travail, tout. Et il y a cette logique de propriété qui s'étend d'ailleurs aux enfants. Bon, on peut dire c'est une sorte de réflexe patriarcal. Bon. Cette notion est très très bien construite chez Colette Guillaumin. Pour comprendre cette recomposition, j'ai aussi utilisé des concepts de Racamier. C'est un peu le truc un peu, j'étais sur un fil pendant mon travail, parce que d'un côté, j'objective la catégorie de perversion narcissique, et de l'autre, je puise dans la boîte à outils de Racamier des concepts qui me permettent de bien comprendre ce qui se joue dans ce processus social où on passe, vraiment pour dire les choses simplement, de la violence symbolique patriarcale à une forme de violence morale qui se joue de manière très insidieuse dans les relations interpersonnelles. J'utilise les notions de Racamier, notamment celle de déni et de déni gradué, c'est-à-dire de ce type d'interaction à travers lequel on dépossède l'autre. On dépossède l'autre de ce qui le définit comme un être autonome. Sans le dire. Sans le dire, et parfois même en faisant croire à l'entourage qu'on est oui, c'est ça. À fond. Pervers. Oui. Mais ça paraît incroyable. Et pourtant, j'en ai eu tellement d'exemples. Excusez-moi, par exemple, oui. Macron, les Gilets jaunes, il les massacre, et quelques mois après, il fait son tour de France. C'est ça.
pour C'est exactement ça. voilà, qu'il y ait des doléances Oui. dont on n'a rien fait. Ouais. Voilà. Et C'est un bel exemple de c'est un bel traitement, exemple. enfin, Et il y a une suite. Ouais. C'est-à-dire, il a ses grands discours sur les travailleurs de la première et de la seconde ligne, ceux dont le pays... Oui. Et il fait la réforme des retraites après, dont les premières victimes sont précisément ces travailleurs et travailleuses de première et de seconde ligne. Comme si il leur avait envoyé, je cite un message, une intervention à la radio de Patrick Veil qui dit exactement la même chose par rapport aux migrants. Et c'est ça qui est insupportable. C'est ce décalage entre les paroles et les actes. La parole, du coup, n'a plus aucune valeur. Plus aucune valeur. Et c'est ça qui remonte le plus chez les victimes de ces hommes, notamment, qu'on qualifie de pervers narcissiques. On ne peut jamais lui faire confiance. Ce qu'il dit, on ne peut jamais s'y fier. Ça n'a aucune valeur. La parole n'a aucune valeur, c'est juste un instrument de défense de ses propres intérêts narcissiques au détriment de ceux de l'autre. Et je crois que vous dites, il me semble que aussi les pervers au pouvoir sont aussi des gens sans mémoire de l'histoire. C'est ça. C'est ça. La perversion, c'est vraiment quelque chose qui évacue des processus historiques de lutte, de transformation, de transmission, et qui qui même combat les liens, tout ce qui est lien. Et la question des liens, ça va plus loin que simplement les rapports entre les gens, les liens de solidarité. C'est même les liens entre les faits. Il n'y a pas de violence policière, par exemple. Exactement. Ou bien on dit une chose... Dans un état de droit, il n'y a pas de violence policière. Je crois que c'est le mot de Macron. Hein. Alors qu'en 2017, quand il était interrogé sur Mediapart... il disait oui, il y a de la violence policière. Enfin, vous voyez. Mais j'avais fait un tableau, je m'étais amusé à faire un tableau, puis je l'ai pas mis dans le bouquin parce que ça faisait un peu simpliste, où je mettais en face à face des déclarations. J'en ai juste gardé pour une exergue sur Socialiste, parce que je trouve qu'elle est extraordinaire. Je sais pas si on la retrouvera. Donc j'ai mis 2 phrases où il dit une chose et son contraire, mais c'est tellement beau. Parce que, on en a je crois que c'est dans le voleur de Clarté. des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais ça faisait un peu malin. Enfin, on fait le malin, vous voyez. C'est trop facile. Mais ça va loin. Je crois que c'est dans le voleur de Clarté. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ce qu'on remarque dans les pratiques du pouvoir de Macron, c'est qu'il y a une suspension totale de tout ce qui n'est que convention historique ou commune ou coutume. On le voit avec la Kanaki. Tous les règlements qui sont censés être coutumiers, progressifs, des arrangements qui ne sont pas forcément écrits ou plantés dans la loi, ça vole en éclats. Tout ce qui est oui, voilà. Il y a quand même 80% de refus d'une loi. C'est pas écrit que le président est obligé de la lâcher. Mais il se trouve que par coutume politique, certains politiciens acceptaient de se dire je suis désavoué par la rue. Et lui, il respecte aucune de ses coutumes. Et il y a un autre passage dans le texte, c'est une note de bas de page que vous mettez, que je trouvais hyper fascinant. C'est le moment où le Conseil constitutionnel, qui est pas forcément extrêmement, qui est pas un super garant de la Constitution non plus pour de vrai, qui s'étonne du caractère inhabituel de la capacité qu'ont les macronistes de utiliser toutes les procédures possibles et imaginables existantes pour pouvoir faire passer des choses. Et c'est intéressant. En gros, exploiter au maximum ce qui est écrit, la Constitution, dans sa forme, là, pour faire passer des choses qui parfois vont de l'autre côté, sont quasiment inconstitutionnelles. Et en fait, on a l'impression que les macronistes, Macron, font quelque chose comme de l'optimisation fiscale, mais au niveau de la Constitution et au niveau de la politique, c'est-à-dire ce qui compte, c'est l'efficacité. Ce qui est écrit, c'est la base. C'est ça. Bon, bref. Non, mais c'est exactement ça. J'en ai pas retrouvé la citation, mais il y avait une citation avec l'Algérie qui était assez... Moi, je l'ai retrouvée. Allez-y. Et par contre, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites, parce que c'est le cœur de ce qu'il est le plus difficile à faire comprendre. Les gens le ressentent. Et c'est pour ça que je parle de pensée perverse. C'est-à-dire, c'est cette manière de faire feu de tout bois, mais uniquement dans des intérêts instrumentaux de court terme. Et cette manière de jouer toujours avec la légalité. Ils sont toujours à la limite. Là, ce qui s'est passé avec le NFP, qui aurait dû normalement être appelé à former un gouvernement, on est à la limite. Il est toujours à la limite. Et
Et c'est ça, il joue tout le temps avec les limites, il est toujours à la limite, et il fait tout ce qu'il est possible de faire, sans aucune considération pour des principes d'ordre supérieur. Mais en même temps, on pourrait se demander pourquoi il va pas au-delà, pourquoi il fait pas voler en éclats la Constitution, pourquoi il devient pas authentiquement un vrai dictateur, pourquoi la pensée perverse, ou une forme perverse, se limite quand même dans le cadre. Ne le dépasse pas, ne crée pas un autre cadre. Il joue tellement avec le cadre que le cadre perd tout sens. C'est ça la pensée perverse. C'est-à-dire que c'est le vide total, c'est une pensée vide. C'est une attaque permanente contre l'intelligence. Dans le livre, il y a une définition de la pensée perverse de Rakamier que vous avez mis à un extrait de... Oui. Vous voulez le lire ou... Comme vous préférez. Exactement. À l'inverse de la pensée créative et de la pensée psychanalytique, la pensée perverse est tout entière tournée vers la manipulation d'autrui, l'emprise narcissique et la prédation. Experte en manœuvre, apparemment socialisée, capable d'essaimer et prompte à la persécution, la pensée perverse n'a aucun souci de vérité. Seul le résultat compte. Débarrassée de fantasmes et d'affects, foncièrement disqualifiante, elle ne vise qu'à rompre les liens entre les personnes et les pensées. Toute tournée vers l'agir, le faire agir et le décervelage, spécialiste en attaque de l'intelligence, c'est une pensée formidablement pauvre. Paul-Claude Rakamier, Cortège conceptuel. Parfait. Oui, c'est très très concis. Et on peut en donner énormément d'exemples. Je vais vous en donner un. Parce que malheureusement, tant que je devrais accompagner la sortie de ce livre, il va falloir que j'écoute attentivement les macronistes. Et là, en ce moment, on sent que c'est un désastre. C'est un désastre absolu. Ils sont pris dans un truc où ça se voit vraiment. Alors je vais donner un exemple, mais je pourrais en donner 150. Gérald Darmanin. Il était interrogé cette semaine à la radio, et dans le même entretien, il est capable de dire oui, nous formons une majorité avec la droite, il faut que nous travaillions ensemble, etc. Et 2 ou 3 minutes après, il dit moi j'ai toujours dit que nous avons perdu les élections, qu'il faut accepter de perdre et que nous sommes dans l'opposition, et moi je suis un député. Le type qui l'interroge n'a même pas le réflexe de lui dire c'est totalement incompatible à ce que vous venez de dire. Ça, c'est de la paradoxalité, du coup. Ça, c'est vraiment de la paradoxalité. C'est ce qui veut dire. Mais c'est produit par Macron. C'est-à-dire que en fait. C'est de la contradiction, de la paradoxalité. Alors, la paradoxalité, en fait, oui, mais c'est une contradiction sans qu'on ait les moyens de la surmonter. Vous voyez ce que je veux dire ? Les contradictions, ça peut être on peut jouer avec, on peut mettre en balance des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est une contradiction qui est niée comme contradiction. C'est là où on passe à un truc différent. Oui, vous dites, en fait, c'est un déni. C'est un déni, c'est exactement ça, c'est un déni. La contradiction n'existe plus dans cette logique-là. Je pensais à une chose, parce que vous en parlez beaucoup, je crois, dans votre livre, c'est... on parle beaucoup du profil donc, du pervers narcissique. Alors, par rapport à ce profil, comment on peut réagir ? Peut-être que les réactions, et vous donnez des exemples à travers... surtout Laurent Berger, je pense, et je crois aussi Maryse Tondelier, et je crois Ruffin aussi, sont 3 figures du paysage politique qui ont réagi, d'après vous, de façon plutôt saine, enfin je ne sais pas si c'est le mot exact, à des stratégies macroniennes de pervers narcissiques. Est-ce que vous pourriez expliquer sur ce point et donner des exemples ? Alors, je vais juste me concentrer sur Marine Tondelier, parce que je la trouve absolument remarquable. Je sors de mon rôle de sociologue et je n'ai jamais voté écologiste, donc je suis tranquille. En fait, c'est l'observation sociologique qui permet de se dire que Tondelier, il y a eu un moment où elle a symbolisé quelque chose. Et je trouve qu'elle continue d'ailleurs sur cette... Parce que hier, je l'ai écoutée, elle était invitée sur France Inter. Excellente. Voilà. Excellente, je veux dire. Et on sent que elle est armée. Elle est armée pour contre-manipuler. Elle a refusé de répondre à des questions. Elle a refusé de répondre à des questions. Elle ne s'est pas laissée embarquer. Et c'est difficile, parce que moi, je trouve ces deux-là qui interrogent les gens. J'ai l'impression que c'est que le vendredi. J'écoute pas beaucoup France Inter, mais ils avaient accueilli, par exemple, une semaine avant Manon Aubry, ou 2 semaines avant. C'était honteux.
la manière dont elle était traitée. Et les questions, la mauvaise foi, franchement, c'était vraiment révoltant. Et là, soit ils n'ont pas osé être aussi... parce qu'ils se disent c'est un gros morceau, Marine Tondelier, soit elle a vraiment bien étouffé dans l'œuf ce genre de questions. On se retrouve pris dans des faux problèmes, enfin en permanence. Et toujours ce souci, et là on va retrouver les enjeux politiques, sociaux très forts, ce souci toujours d'appuyer sur les forces de déliaison, de division à gauche. Dès qu'il y a un petit truc, bam, on rentre dans la faille. Donc là, ils avaient un petit truc, ils ont essayé d'emmener Marine Tondelier, et elle a très très bien résisté. Donc, dans ce moment-là, dissolution, Marine Tondelier, je trouve, a été, pour un observateur sociologique qui s'intéresse aux interactions, elle a été la personne qui symbolise la capacité à contre-manipuler face à des manœuvres et des stratégies perverses. Et ça veut dire quoi, contre-manipuler un pervers? Si vous voulez, il y a page 28 et 29, vous résumez Voilà, 5 ou 6 techniques ou stratégies de réponse à la perversion narcissique ou à la manipulation. Si vous voulez, vous pouvez... Oui, bah alors il y a ce qu'on appelle l'affirmation tranquille de soi, c'est-à-dire, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Ouais. Elle est restée concentrée sur ce qu'elle avait à dire, et elle n'a pas perdu le fil de ce qui lui paraissait important de transmettre. En fait, c'est très difficile à faire. Hein. Comme ça, dit comme ça, on se dit oui, non, c'est très très difficile. Il y a le rappel des limites du cadre. Ça, c'est une autre manière. Il y a des moments où il faut être capable de rappeler les limites. Là, et elle a excellemment bien fait, notamment quand elle est passée sur France Inter après Bruno Le Maire, qui avait balancé des horreurs. Vraiment, mais des horreurs. C'était horrible. Et elle était choquée, mais elle a eu la force de dire, là, il y a des limites qui ont été dépassées, c'est juste pas possible. Il y a la contre-interrogation calme et la demande de clarification, qui est vraiment une technique très très enseignée. Là, j'aurais pas un exemple à vous donner là, comme ça spontanément. Il y a le refus de l'urgence, ça je trouve que c'est très important. Et c'était d'ailleurs... chez Laurent Berger pendant la séquence de mobilisation contre la réforme des retraites, il avait ce souci-là de dire mais il n'y a pas d'urgence, on peut se donner 6 mois, on réunit les partenaires sociaux, on prend le temps d'eux. Et de fait, il n'y avait aucune urgence puisqu'ils ont décidé d'entamer cette réforme à un moment où il n'y avait pas de gros problèmes de déficit. Et puis alors, il y a une des dernières techniques, c'est la technique du disque rayé. Alors ça, c'est vrai que Ruffin, je trouve, il a été très très bon dans l'emploi de cette technique. Donc on reproduit autant que nécessaire une opposition légitime en rappelant l'autre à ses promesses, à ce qu'il a dit. Et c'est ce que faisait Ruffin. Alors il disait toujours, il rappelait, on se disait ça tout à l'heure, ce que Macron avait dit pendant la crise du Covid. Il avait dit « Il faudra se rappeler que le pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Et Ruffin répétait tout le temps ça. Tout le temps ça. C'est le même Ruffin qui a traité Macron de taré. Oui. C'est le seul d'ailleurs. C'est le premier en tout cas. Et de façon aussi forte, il me semble. Oui, il y en a d'autres. Hein. Mais là, c'était très fort parce que c'était juste après la décision de la dissolution qui avait été annoncée. Et puis, il parle même d'un diagnostic qui est posé depuis 7 ans. Enfin, ça allait très très loin. Ça allait très très loin. Un diagnostic posé depuis 7 ans, c'est-à-dire que des gens avaient repéré une certaine pathologie du pouvoir. Il faut croire. Et est-ce que dans le livre, vous racontez... Une pathologie chez Macron. Vous racontez que des gens proches de Macron au départ, comme Patrick Weil, un historien, s'étaient mis à lire Racamier, ou lisait Racamier, et donc lisait sur le concept de perversion narcissique, et s'était rendu compte qu'il y avait peut-être un lien entre ce concept et le cas Macron. Ah oui. Et donc ça fait longtemps qu'en fait cette intuition, cette identification-là fonctionne et opère dans la société. Mais ce qui est intéressant, juste à noter sur le cas Patrick Weil, c'est que c'était difficile de convaincre les gens de ça. Au moment où Macron prenait son envol, se présentait à l'élection présidentielle. Donc ça n'a pas fonctionné. Parce que tout mon travail sur la question de la catégorie de perversion narcissique, c'était de la conceptualiser comme une catégorie d'alerte. C'est-à-dire une catégorie qui est utilisée
pour se protéger de ce qu'on pense être des conjoints toxiques. Et de ce point de vue-là, elle a une fonction sociale très forte. Cette catégorie de pervers narcissique, elle a servi à ça. Et Patrick Weil a essayé de l'utiliser comme catégorie d'alerte dans le champ du pouvoir étatique, et ça n'a pas marché. À cause des spécificités même du pouvoir et des luttes de pouvoir, c'est très facile d'être suspecté quand on fait ça, de jalousie ou de vouloir nuire, etc. Donc c'était pas audible en fait, c'était trop tôt. Mais c'est très intéressant la démarche qu'il a eue d'essayer d'alerter. Et dans ses prises de position dans les médias, par contre, il n'a pas eu besoin d'utiliser, où il s'est dit que c'était contre-productif d'utiliser la catégorie même. Il a fait des déclarations très fortes, où il pointe du doigt les mensonges de Macron, les retournements de Macron, cette manière d'enlever au mot tout sens et tout rapport au réel, mais il l'a fait par le biais de métaphores. Il n'a pas ressenti le besoin d'utiliser la catégorie de pervers narcissique. Là, à partir de maintenant, il y aurait genre 2 séries de questions, je sais pas laquelle choisir. Il y aurait, c'est quand même catégorie psychanalytique, ou en tout cas de psychanalyse hétérodoxe, donc du coup, quel lien ça a, en quoi Macron serait d'un narcissisme pervers dans son développement en tant que fanatique de sa grand-mère, puis ensuite très vite lié à une femme beaucoup plus âgée que lui qui en quelque sorte répercute ou continue quelque chose que sa grand-mère aurait fondé en lui dans sa personnalité, etc. Il y aurait ce genre de questions qu'on pourrait explorer, mais je sais pas combien de temps il reste, parce que il y a aussi l'autre série de questions qui serait d'accord, il y a une personnalité de Macron qui incarne la pensée perverse, mais derrière Macron, il y a quand même un ensemble de structures et même de rapports de force politiques et économiques. Et du coup, l'autre type de question qu'on pourrait poser, c'est qu'est-ce que ça change qu'il y ait cette pensée perverse dans le rapport de force de classe, en quelque sorte. C'est-à-dire, dans le livre, vous dites, mais ça change quelque chose, en fait, que sa personnalité soit perverse, parce que c'est justement... ça crée un petit excès par rapport au milieu de la finance ou de l'économie qui voulait quelqu'un qui détruise les modèles sociaux et puis qui impose une politique extrêmement ultra-libérale. Mais en fait, vous dites ça change quand même quelque chose qui soit un peu pervers. Vous dites, c'est ça tout le problème, c'est qu'il n'est que le résultat... le laquais, si on veut, d'un certain nombre d'intérêts économiques, et en même temps, il ne pourra jamais l'accepter en tant que personne, c'est-à-dire il ne pourra pas se dire « Non mais je suis qu'un rouage de ça ». Et là, il y a quelque chose de plus qui se joue, donc est-ce que vous pouvez expliciter on va finir là-dessus, parce que la première ordre de questions, ça nous emmènerait trop loin. Oui, le cœur du bouquin, c'était pas... évidemment, il fallait essayer de comprendre... son enfance, etc. Mais c'est pas le cœur de ce que j'ai essayé de montrer. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'est-ce qui fait que ça a prospéré, cette forme de folie. Parce que maintenant, les gens qui l'ont soutenu, genre Alain Minc, disent il est fou, mais ils se remettent pas du tout en cause. Alors qu'ils devraient se remettre en cause. Parce que... alors, je vais essayer d'ordonner le propos. La perversion, elle a un avantage, c'est qu'elle oblige à tirer les conséquences du caractère dysfonctionnel des institutions qui lui ont permis de prospérer. Et elle oblige aussi à s'interroger sur l'impasse objective, en fait, les apories objectives à la fois de notre système politique et de notre système de production, de consommation, d'échange. Clairement, on sent qu'on est arrivé au bout d'un truc. Et que tout ce qui consiste à vouloir reproduire le monde tel qu'on l'a connu, ce monde finalement de la violence symbolique, ce monde donc de rapports sociaux qui sont régulés par des principes hiérarchiques, ce monde où il n'y a pas vraiment de limite. La croissance, c'est l'horizon dans lequel on s'inscrit, etc. La volonté de reproduire ça, ou le fait de ne pas être capable de se projeter dans un autre monde que ça, ça produit ce genre de personnalité-là.
Donc il donne à voir et il oblige à poser des questions qu'on ne poserait pas s'il n'avait pas été au bout d'une démarche un peu exceptionnelle. De ce point de vue, je trouve que tout le monde a des comptes à rendre, mais il y en a qui ont plus de comptes à rendre que d'autres. Ceux qui l'ont soutenu, donc qui ont voulu préserver ce modèle de développement économique, qui ont voulu imposer cette politique de l'offre, parce que Macron, fondamentalement, il a été poussé pour faire à la gauche une politique qui n'est absolument pas de gauche. Enfin, c'est tout le chapitre qui s'appelle Le voleur de clarté, qui est l'avant-dernier chapitre, qui est celui qui m'a posé le plus de difficultés. C'est celui que je voulais pouvoir faire, sinon le livre n'avait pas grand sens. Je me dis, si j'arrive pas, c'est... Bon, bref. Sa fonction, ça a été d'en finir définitivement avec cette anomalie française qui est une gauche de gauche. Donc une gauche qui a une position très critique à l'égard des conditions et des conséquences du capitalisme, en particulier du capitalisme financier, de la globalisation économique, et qui essaye de promouvoir un modèle de développement alternatif, différent en termes de production, de consommation, voilà, en prenant compte pleinement le défi écologique, en ayant en plus de ça pleinement intégré la révolution féministe, pour dire des choses très très rapidement. En gros, vous associez une vision écologique, une vision féministe, vous avez une synthèse jaurétienne de la République et du socialisme qui se pose en des termes nouveaux. J'essaie d'être le plus simple possible. Et là, il y a une exception française. Il y avait une deuxième exception française, qui est, de la vie politique française, je veux dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui était le gaullisme. Mine de rien, le gaullisme, avec tous les côtés désuets, etc., avait quand même à émanciper la droite relativement des milieux d'affaires, des forces de l'argent. Et toute l'histoire du gaullisme, en fait, c'est la réintégration de cette tradition politique dans la droite d'affaires, en fait. C'est avec Pompidou, et puis après, au-delà, c'est cette histoire-là, quoi. On coupe les ponts avec une tradition qui est une tradition qui, à deux points de vue, éloigne la droite de ses démons, c'est-à-dire l'identitarisme, le nationalisme ethnique, pour dire les choses différemment, et la soumission aux forces d'argent. Voilà. Le gaullisme a permis à la droite de se préserver de ces deux grands défauts. Bon. Et au fond, Macron, c'est celui qui sert à acter la fin de ces deux anomalies françaises. Ce socialisme républicain très français, parce qu'il y a cette exigence révolutionnaire de 1789 qu'il faut déplacer vers le monde économique, et cette tradition-là, gaulliste. Donc, il a été mis en avant comme celui qui pourrait permettre l'alignement du Parti socialiste, de la social-démocratie, sur une forme de normalité politique au-delà de ces deux lignes politiques qui sont spécifiques à l'histoire politique française. Donc ça a été sa fonction. Et aujourd'hui, vouloir reproduire cette démarche-là a un côté dingue. Et je pense qu'on ne peut pas permettre que, par exemple, quelqu'un comme Gabriel Attal reproduise mot pour mot cette entreprise-là, sans qu'il ait des comptes à rendre sur ce qui a rendu possible le succès de Macron. Finalement, le succès de Macron, c'est cette envie d'éradiquer ces traditions politiques françaises et d'en finir presque avec le fonctionnement démocratique. Je cite des macronistes fous furieux, genre Christophe Barbier, ou comment s'appelle ce journaliste, philosophe Antoven ? Non, Antoven, je voulais faire un encart sur lui. Et puis je commençais à l'écrire, et puis c'était démoralisant. Mais c'est très intéressant le cas Antoven. Couturier. Voilà, Couturier, pardon. C'est tellement énervant que je m'en prends au micro. Oui, Couturier. Eux expliquent que le macronisme, en fait, le triomphe du macronisme, ce sera finalement la fin
de l'histoire. Ouais, c'est la fin de l'histoire. C'est pour des décennies, la France qui est gouvernée par un bloc central raisonnable, et puis tout le reste, c'est des extrêmes qu'on laisse de côté. Ils l'écrivent mot pour mot. Bon. Donc on ne peut plus reproduire cette démarche-là, je pense, sans avoir des comptes à rendre, mais je pense que ça va au-delà. Tous ceux qui parlent de social-démocratie, qui parlent de gauche de gouvernement, je trouve, sont en partie responsables du bilan macroniste et ont aussi des comptes à rendre, même s'ils ne sont pas vraiment... évidemment, ils se sont tenus à distance comme Glucksmann, mais moi, ça me fait peur de revoir ce type de démarche. En plus, on retrouve des soutiens communs, des gens qui ont soutenu Macron et qui maintenant se mettent à soutenir Glucksmann. Et je pense que ça vaut en gros pour tout le monde. Macron a vraiment traumatisé, je pense, la population française. Et il faut avoir le courage de reconnaître qu'on est arrivé au bout du cycle présidentiel français, de la Constitution de la Ve République. Il faut impérativement réformer cette Constitution. On a vu, grâce à quelqu'un qui n'a aucun sens de responsabilité, que de fait, la Constitution de la Ve République organise l'irresponsabilité du président. Donc c'est juste plus possible. On ne peut plus maintenant reproduire ces institutions sans savoir qu'il y a ce danger-là. Et l'avenir, il est un peu inquiétant parce que Macron est encore là pendant 2 ans et demi. Il y a d'autres articles de la Constitution qu'éventuellement il pourrait s'amuser à utiliser. Là, pour l'instant, je pense qu'il a pris un coup derrière la nuque et puis il se cache. Il fait bien de se cacher parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Mais bon, c'est assez inquiétant.